France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous, un club de la BD ce mardi avec Jacques Ferrandez. Il a adapté L'étranger et le premier homme de Camus. Il est auteur et illustrateur de bande dessinée. Il rouvre aujourd'hui ses carnets algériens pour nous raconter la suite de l'histoire, celle de l'après 1962, celle du début, celle du pays après l'indépendance. Et il clôt ainsi sa grande fresque consacrée à l'Algérie, débutée il y a 30 ans avec la série des Carnets d'Orient, une saga en 10 tomes qui couvrait la période 1830-1954. L'album Suites algériennes 62-2019, seconde partie, publiée chez Casterman, sort en librairie demain. Et pour fêter ça, Jacques Ferrandez est aujourd'hui l'invité de Bienvenue au club. Une émission programmée par Henri Leblanc et Camille Berne avec Laura Dutèche-Pérez et Sacha Mattei à la préparation, coordination, réalisation, Félicie Faugère avec Grégory Wallon à la technique. Et bonjour Jacques Ferrandez. Bonjour Olivia. Bonjour. Vous êtes né, pour tous ceux qui ne le savent pas encore, en 1955, voilà, votre âge est donné, à Alger. Ça, c'est pour la localisation de cette naissance. Votre famille rejoint Nice 3 mois après votre naissance. Vous y êtes donc né à Alger sans y avoir jamais vécu. Chose singulière, très particulière. Et cette série, elle reprend ce passé, elle vous incarne. Est-ce qu'elle serait aussi pour vous, cette série, ces suites algériennes, un nouvel acte de naissance ? Est-ce que c'est une manière pour vous de donner corps à ce mot, Alger, ce lieu où vous êtes né, qui figure sur vos papiers d'identité ? Oui, évidemment, Alger, ça vous marque quand ce mot est inscrit sur votre carte d'identité, parce que c'est l'origine, en fait. Donc c'est l'origine, mais moi, je suis un petit peu le dernier, si vous voulez, à être né à Alger, puisque mes parents, mes grands-parents s'étaient fixés en Algérie. Alors, mon nom trahit mes origines espagnoles. C'était à la fin du 19e siècle. Et puis, ensuite, dès ma naissance, mon père a décidé de quitter sa ville. Il était jeune médecin, il venait de s'installer depuis quelques années seulement. Et il a décidé de tourner la page, comme il disait. Ce qui, pour moi, a été finalement une espèce de questionnement assez vite. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi est-ce qu'on est quelque part, comme disait le chanteur ? Et ça a été, si vous voulez, en plus de ça, une espèce de plongée dans une histoire que je ne connaissais pas. Alors, il y avait un peu de mémoire familiale, mais il y a surtout eu une recherche historique pour savoir d'où ça venait, tout ça. 1830, 1962, 132 ans d'occupation, et puis une mine inépuisable de scénarios. Mais il y avait un manque d'histoire pour vous, ou un manque de mémoire. Pourtant, les historiens ont beaucoup écrit, beaucoup raconté aussi cette histoire de l'Algérie. Je dirais qu'il y avait surtout un manque de compréhension de ma part du sujet. C'est-à-dire essayer de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre les uns les autres, qu'est-ce qui motive finalement les gens à aller s'installer dans une colonie au 19e siècle. À l'époque, c'était très bien porté. C'était la gauche, à l'époque, la gauche républicaine, qui a incité, après la révolution de 1848 et après la Commune, enfin, vous voyez, il y a eu tout un mouvement qui était soutenu plutôt par la gauche républicaine d'aller coloniser l'Algérie. Alors là aussi, aujourd'hui, on peut considérer que c'est très, très paradoxal. Et puis voilà, tout ce qui s'est déroulé pendant toutes ces périodes-là, avec à chaque fois, ce qui m'intéressait surtout, c'était des histoires humaines, c'est-à-dire comment on se débrouille quand on est au milieu de tout ça, qu'on ne comprend pas ce qui vous arrive et qu'on est confronté à des conflits, à des histoires qui vont ensuite bousculer les destins. Donc vous n'avez suivi qu'à moitié le conseil aux voyageurs que donne Kamel Daoud dans la préface de ses suites algériennes, tome 2. Il ne faut pas aller en Algérie pour chercher une explication, seulement des histoires. Alors, je me souviens quand Kamel m'a écrit cette préface, je dis c'est marrant parce que je crois que c'était dans La Guerre fantôme, qui était la reprise de la série pour traiter la guerre d'Algérie, 54-62, j'avais mis une phrase que j'aimais beaucoup de Jim Harrison qui disait « Il n'y a pas de vérité, il n'y a que des histoires ». Et ça, je trouve ça formidable. C'est un moyen justement de rentrer dans les destins, dans les parcours individuels. Et puis après ça, chacun se fait sa vérité. Mais ce qui est aussi fascinant, c'est que les vérités d'un moment sont les mensonges
d'avant ou d'après. Vous voyez, on est toujours confronté à un contexte historique qui fait que ce qui est vrai un jour devient faux le lendemain. Les héros d'un jour sont les salauds le lendemain. Enfin, tout ça, c'est compris, si vous voulez, dans cette histoire coloniale. Et moi, c'est ça aussi qui m'intéressait, donc de rentrer dans ces histoires pour, encore une fois, essayer de comprendre ce qui s'était passé. Donc voilà, il y avait à la fois l'envie de renouer avec la mémoire familiale, l'envie de comprendre l'histoire de ce pays, d'incarner ce mot, cette ville, Alger, qui était inscrit sur votre carte d'identité. Et au-delà de ça, comment vous pourriez raconter l'évolution du projet? Parce que ça vous travaille depuis plus de 30 ans, cette histoire. Vous avez eu plein de pas de côté, on en reparlera, des échappées belles aussi, tout au long de ce projet, de cette grande fresque qui a débuté avec les carnets d'Orient, il y a plus de 30 ans, qui s'est poursuivie avec vos carnets algériens, et puis aujourd'hui avec ces suites algériennes, hein. Est-ce que la démarche a beaucoup changé? Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire que j'ai la démarche du feuilletoniste, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout à l'avance ce que je vais faire. Je mets en place les éléments pour un récit. Puis une fois que le récit est fini, je dis, tiens, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comment vont évoluer les personnages? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et c'est comme ça, en fait, que j'ai travaillé à chaque fois en me renseignant, évidemment, sur la période que j'avais à traiter. Parce que le Dumas de la BD, hein, alors, c'est trop gentil. mais ce qui m'importait, en fait, c'était de mettre en place des éléments pour essayer de raconter l'histoire de façon assez chronologique, hein, parce que les carnets d'Orient, c'est des années 1830. Ensuite, je déroule la pelote comme ça jusqu'à la fin, disons, jusqu'à l'été 1954, pour rendre compte de cette période coloniale. Ensuite, je pensais m'arrêter là. Et puis, parce que la guerre d'Algérie, dans les années 80-90, c'était très compliqué à traiter. Et puis, finalement, beaucoup de choses se sont passées dans les années 90, notamment la situation même de l'Algérie, ce qu'on appelle la décennie noire. Et puis, tout ce qui était en train de surgir en France comme témoignage des anciens appelés, l'affaire Ossarès, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc ce général qui a déclaré qu'il avait non seulement utilisé la torture, mais que c'était une pratique qui était tout à fait usuelle, etc. Enfin, tout ça m'a incité à parler aussi de cette période de guerre d'Algérie, donc 5 volumes pour décrire la période 54-62. Je pensais à mon tour là en avoir fini cette fois-ci. Ben voilà, on est arrivé en 62, c'est l'indépendance. Mais en effet, l'histoire ne s'arrête pas en 1962 pour l'Algérie, et même, j'allais dire, pour les relations entre la France et l'Algérie. Donc, ce qui m'a poussé aussi, c'est que je retourne régulièrement en Algérie, et je me suis retrouvé finalement le 1er novembre 2019 en plein Hirak, comme on dit Alger. Et là, je me suis dit, j'ai fait en plus un petit pèlerinage personnel sur les tombes de mes 2 arrière-grands-pères qui sont enterrés à Alger, dans 2 cimetières différents. Et là, j'ai dit, là, je tiens le début de l'histoire. Et c'est comme ça que j'ai mis les choses en place pour parler aussi, ce qui me tenait à cœur finalement, de qu'est devenue l'Algérie depuis 1962. Alors, non seulement elle ne s'arrête pas en 62, mais peut-être, diriez-vous, Jacques Ferrandez, qu'elle recommence. Pourquoi avoir voulu prolonger ses suites? Le récit des 5 volumes des carnets d'Algérie, celui des années de la guerre, 54-52, et surtout pourquoi ne pas les avoir pensés, en fait, c'est ça qui est intéressant, pas totalement dans la continuité, d'avoir fait le choix de les désolidariser avec une nouvelle série. Est-ce que 62, pour vous, c'est quand même une rupture, d'abord, plus qu'une continuité, une rupture historique dans la grande histoire du pays? Évidemment, c'est l'indépendance de l'Algérie, c'est le départ d'une nouvelle nation, c'est un peuple. Là aussi, on peut charger les mots de significations diverses, hein, mais c'est tout un peuple, disons, qui obtient l'indépendance, qui chasse le colonisateur. Tout ça se déroule dans une période de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de décolonisation générale. Et puis, alors moi, je suis pas mal placé d'un côté pour considérer qu'en effet, il y a eu un exode massif de toute la population dite européenne, c'est-à-dire, voyez, espagnol, italien, maltais. J'étais il y a 15 jours à Malte pour voir un peu cette île. Et il y a une grande partie de la population de Malte qui est venue pour des raisons économiques, c'est-à-dire ils crevaient de faim, s'installer en Afrique du Nord à l'époque française, Tunisie, Algérie. Donc, vous voyez, il y a toutes ces populations qu'à un moment donné, on leur dit, vous n'êtes plus chez vous, donc ils s'en vont. Et puis, il y a un nouvel élan, enfin une nouvelle histoire qui démarre. Et cette histoire-là, elle est
très... d'abord, elle est très peu connue, parce que nous, ici, de ce côté de la Méditerranée, on la connaît mal. Et j'allais dire, même de l'autre côté de la Méditerranée, il y a une histoire officielle aussi, une forme de langue de bois officielle qui est dictée par le pouvoir en place, qui est toujours le même, je le rappelle, depuis 1962, c'est le FLN. Il n'y a jamais eu d'alternance en Algérie depuis 1962. Donc évidemment, le pouvoir en place raconte ce qu'il arrange par rapport à cette histoire depuis l'indépendance. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était à travers les témoignages d'Algériens que je connais, parce que allant souvent en Algérie, j'ai plein de copains algériens, et de reprendre, si vous voulez, ce qui a été le ferment qui a mené tous ces gens dans la rue tous les vendredis pendant un an, en 2019, à partir de février 2019. Un mouvement qui a été éteint à cause du Covid, opportunément, j'allais dire, pour le pouvoir. Exactement un an après, en mars 2020, c'était fini. Et le mouvement qui a tenté de redémarrer après le Covid, aujourd'hui, c'est plus du tout la même histoire. Les gens sont réprimés, ils vont en prison, ils sont en garde à vue. Le pouvoir a verrouillé tout ça, si vous voulez, de façon très, très, très autoritaire aujourd'hui. Ça, c'est évidemment passionnant, parce que cette histoire se continue et puis elle surgit dans notre actualité, bien entendu. Oui, donc il y a un besoin de récit, mais aussi peut-être un besoin de fiction, comme le rappelle là encore Kamel Daoud dans ce prologue. Voilà un homme, dit-il en parlant de vous, dont le regard a su préserver la fiction et la dénoncer. La fiction, c'est qu'est-ce qu'être algérien en fait? Qu'est-ce que l'Algérie aujourd'hui? La fixer à la lumière du dessin sans la tarir, l'extraire vers le soleil du récit. Quand on est algérien, on s'agace souvent de la caricature immanquable dans le regard sur soi de l'étranger. À la fois, on veut épargner le mystère du pays, l'offrir à voir comme signe supérieur. On veut qu'il soit interrogé et on s'agace lorsqu'il l'est. L'Algérie, c'est l'autre, vous dira-t-on toujours. Alors, on va revenir sur le fait que vous n'avez jamais choisi votre camp à travers ces histoires. Vous avez essayé de raconter le point de vue de tous, essayer d'écrire finalement une histoire algérienne, plus encore que votre histoire algérienne. Mais sur ces années post-62, il y a quelque chose qui est assez peu connu, qu'a raconté notamment Hélène Moktefi dans Alger, capitale de la Révolution. C'est cette période où vraiment l'Algérie, Alger tout particulièrement, est en ébullition et devient presque l'endroit où se retrouvent tous les mouvements de contestation, les mouvements de libération africains, palestiniens, les Black Panthers. Il y a eu des années folles comme ça aussi à Alger. Oui, Alger, capitale du tiers-mondisme à ce moment-là. Et j'ai lu le livre de Moktefi, qui était très intéressant. Elle est une Américaine. Ouais. Oui, et publié en premier chez Barzac, qui est un excellent éditeur algérien, qui est très, très courageux, qui a beaucoup d'opiniâtreté. C'est pas facile aujourd'hui d'être éditeur en Algérie. C'est d'ailleurs l'éditeur de Kamel Daoud aussi. Je suis très fier d'ailleurs d'avoir une préface de Kamel Daoud, puisque je trouve qu'il a un regard en fait sur son pays qui est extrêmement tranchant, extrêmement intelligent, en fait. Vous savez, il a un livre qui s'appelle Mes indépendances. Voilà, c'est quelqu'un qui a une très forte indépendance d'esprit. Je pense que dans les temps qui courent, ça mérite d'être vraiment salué. Mais en effet, cette période-là, pour moi, c'est pas que j'ai découvert, parce que j'avais lu aussi le livre de Catherine Simon sur les Pieds Rouges. Vous savez, qui sont ces Français qui avaient soutenu l'indépendance de l'Algérie, qui étaient dans la lutte anticolonialiste et qui sont dans votre histoire, à travers la figure de Mathilde. Voilà, Mathilde, donc s'installe en Algérie pour accompagner cette révolution, mais avec là aussi probablement des désillusions, parce que déjà le ferment de l'islamisme est là aussi, et on l'a très mal, on l'a très peu vu, on l'a très mal vu, on n'a peut-être pas voulu le voir dès cette période-là, et ça s'est traduit exactement une génération après l'indépendance par cette décennie noire. Donc tout ça aussi, c'est intéressant de faire des espèces de liens justement entre cette période coloniale, ce qui a été fait, ce qui a été subi, et de quelle manière ça a ressurgi aussi une génération plus tard, là, de la part d'Algériens, entre Algériens, si vous voulez. C'est ça aussi qui est assez fascinant dans cette histoire. Alors, le rôle des écrivains, l'hôte, l'étranger, le premier homme, trois récits, 3 livres de Camus que vous avez adaptés. Ça reste votre idole à vous, Camus? Comment vous le définiriez? Oui, en fait, moi, Camus, c'est une espèce de boussole, vous voyez. Et surtout, comme je disais, on est soumis, si vous voulez, à des dogmes idéologiques. C'est pas nouveau, mais de toutes parts, et je pense que Camus, à travers sa production philosophique, littéraire, journalistique, c'est toujours défendu justement d'appartenir à
à des chapelles intellectuelles. Il était d'ailleurs à ce prix qu'il a été excommunié copieusement dans les années 50 par Sartre et les Sartriens. Mais il y a justement cette indépendance d'esprit de la part de Camus, cette manière de considérer qu'on peut penser par soi-même, vous voyez. Donc, et j'allais dire, et surtout quand on est soi-même dans des milieux qui se chargent justement de penser, mais qui souvent ont tendance à bloquer le débat et à peut-être à fournir une sorte de prêt-à-penser contre lequel il faut évidemment lutter. Albert Camus, en 1958, 4 ans avant 62, qui est le point de départ de votre bande dessinée. L'une des chances principales est justement le fait d'être né en Algérie. Je dois à l'Algérie non seulement mes leçons de bonheur, mais je lui dois mes leçons de souffrance et de malheur. L'une des choses dont je suis fier en tant qu'écrivain et en tant qu'écrivain algérien, c'est que nous autres écrivains algériens, nous avons fait notre devoir. Et nous l'avons fait depuis longtemps. Ce que je veux dire de plus précis, c'est que nous sommes beaucoup à espérer ce qu'on appelle maintenant l'Algérie de demain. Je ne sais pas si cette Algérie se fera, je ne sais pas non plus dans quelles conditions elle se fera, je ne sais pas non plus ce qu'elle nous coûtera encore en sang et en malheur. Mais ce que je puis dire, c'est que cette Algérie de demain, nous autres écrivains algériens, nous l'avons faite hier. Voilà, dans ces suites, vous racontez, vous, l'Algérie de demain, Jacques Ferrandez, celle dont Camus rappelle que les écrivains algériens l'ont faite hier. Et dans ces suites, vous dites justement avoir voulu rendre hommage à la génération suivante, celle des écrivains qui vivent et écrivent en Algérie aujourd'hui, dont Rachid Mimouni, qui a inspiré le personnage de l'écrivain et qui est l'auteur notamment de La ceinture de l'ogresse. Tous ces livres sont parus en France chez Stock, pour ceux qui voudraient s'y reporter. Leçon de bonheur, leçon de souffrance et de malheur, nous dit Albert Camus dans cet extrait, dans cette archive. C'est intéressant de réaliser, de comprendre quelle est la place des écrivains, à la fois hier et aujourd'hui. Je pense qu'ils sont les porteurs justement d'une forme d'indépendance qui aurait dû être celle à laquelle l'Algérie a accédé en 1962. Tous ces écrivains, Kateb Yassine, et puis par la suite, effectivement, Rachid Mimouni, que j'ai eu l'honneur de rencontrer, de côtoyer dans les années 90. Et c'était d'ailleurs le sujet de mon premier voyage à Alger en 93. Et c'est ça que je raconte, en fait. Parce que ce qui est marrant, c'est que dans cette histoire-là, c'est la première fois que je me mets, entre guillemets, légèrement en scène, évidemment, en faisant tout de même une fiction, mais j'avais comme le tout début, j'expliquais tout à l'heure que c'est lié à cette journée du 1er novembre 2019 où j'étais à Alger avec la visite des cimetières. J'ai raconté ça comme le début du premier chapitre du premier tome, et j'avais un peu comme une espèce de travail un peu provisoire, donner mes traits au personnage. Et puis j'avais dit à mon éditeur, je pense que je vais changer, je vais lui donner une autre tête, etc. Il m'a dit, n'en fais rien surtout, c'est la première fois que tu peux utiliser ta propre expérience à travers justement un récit qui est contemporain. Et alors ça m'a poussé à reprendre les notes que j'avais de tous mes voyages précédents, et notamment cette rencontre avec Rachid Mimouni, avec qui d'ailleurs j'ai fait un livre à l'époque, La colline visitée, sur la Casbah d'Alger, et d'essayer d'introduire dans mon récit des choses que j'avais réellement vécues. Alors tout, évidemment, n'a pas été vécu par moi. À un moment donné, mon personnage se fait enlever par un groupe islamiste armé, donc évidemment, fort heureusement, ça ne m'est pas arrivé. Ce n'était pas votre cas. Ouais. mais si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui m'ont permis de nourrir le récit avec les rencontres que j'ai pu faire. Momo de la Casbah, qui était un personnage formidable que j'ai pu rencontrer et qui était déjà présent dans le cimetière des princesses, que j'ai remis en scène dans les épisodes qui se passé pendant la guerre d'Algérie, et là que j'ai pu représenter tel que je l'ai connu en fait en 1993. Vous voyez, donc il y a une part, je dirais pas autobiographique, mais on peut dire auto-fictionnelle, si vous voulez, par rapport à ce que je peux raconter dans cet album-là. Mais c'est vrai que le fait d'être moi-même amené à aller souvent en Algérie, de fréquenter beaucoup d'Algériens, c'est évidemment très précieux dans ce genre de récit. Oui, et on vous voit avec une écharpe bleue, aussi bleue que cette chemise et ce gilet que vous avez aujourd'hui. Ce bleu, c'est intéressant, on reparlera peut-être de cette gamme chromatique que vous avez utilisée d'ailleurs dans ce volet-là, de cette histoire des suites algériennes, mais un mot justement de cette rencontre avec l'écrivain qui vous dit d'un côté il y a les livres et de l'autre côté il y a le livre.
De quel livre parle-t-il ? C'est ce que j'ai constaté au Salon du Livre d'Alger, c'est qu'il y a 2 bâtiments, l'un où il y a toute la production littéraire, c'est-à-dire romans, essais, même bande dessinée, avec un public assez diversifié. Et puis il y a un autre bâtiment avec les livres religieux. Voilà. Et là, on voit le public est tout à fait différent. La tenue des gens qui fréquentent ce bâtiment, c'est vraiment vous voyez, l'image de l'islamiste, du salafiste, enfin même, vous voyez, avec quelque chose qui est même assez presque caricatural, c'est-à-dire on voit des gens sortir avec des sacs remplis de livres parce qu'ils sont quasiment donnés, alors que les livres, eux, coûtent, tout le monde le sait, donc ça représente un sacrifice un peu pour les gens qui viennent acheter des livres, d'autant plus que le Salon du Livre d'Alger, chaque année, c'est un peu la grande librairie d'Algérie. Il y a des gens qui viennent de partout, de tout le pays, parce que c'est là qu'on trouve vraiment tout. Les librairies sont de plus en plus rares en Algérie, donc d'un côté, il y a ça, il y a ces livres, c'est-à-dire une manière de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir se cultiver, s'interroger, etc. Et d'un autre côté, ce livre qui dicte sa manière d'être dans tous les compartiments de la vie, de la naissance à la mort, et qui se réfère à un seul livre, on l'aura compris, c'est évidemment le Coran. Voilà, alors il y a Camus dans votre vie, mais il n'est pas le seul. Pagnol, Giono, vous racontez aussi cet autre vous en adaptant leur roman à eux, la Provence où vous avez grandi. Mais restons en Algérie et parlons peut-être de cette politique mémorielle française vis-à-vis de la colonisation, vis-à-vis de l'Algérie, vis-à-vis de la guerre. Vous le savez, Benjamin Stora, l'historien, a rendu il y a 1 an ou 2 un rapport demandé en juillet 2020 par le président de la République sur cette question. On l'écoute en 2021, il était l'invité de la Grande Table. Lorsque j'ai rédigé La gangrène et l'oubli, on était dans une période d'occultation, en fait, en France. C'est-à-dire le fait que cette histoire, qu'on appelait encore les événements d'Algérie, à l'époque on n'avait pas reconnu l'existence de la guerre d'Algérie, ça n'a été le cas qu'en 1999 à l'Assemblée nationale, donc après. Je m'étais évertué à expliquer en quoi et pourquoi cette occultation s'était installée dans la société française. Pourquoi il fallait ne pas regarder en face cette histoire, qui était extrêmement douloureuse, et malgré la somme de films, de livres, de travaux, de romans produits, il y avait toujours cette sensation de manque, d'absence, et qu'on pouvait, disons, voir à travers peut-être cette sorte de blessure narcissique du nationalisme français dans la perte de l'Algérie française qui était considérée un peu comme le joyau de l'Empire. Et donc il fallait oublier pour vivre, pour exister, pour reconstruire. Le général de Gaulle a joué un très grand rôle, bien sûr, dans cette fabrication d'oubli, comme il l'avait fait d'ailleurs après 1945. 30 ans plus tard, eh bien, c'est pas tout à fait la même situation, bien sûr, car nous sommes sortis de l'oubli. Nous sommes sortis de l'oubli dans une sorte de confrontation des mémoires. J'ai même utilisé à un moment donné, il y a une quinzaine d'années, l'expression de guerre des mémoires. C'est-à-dire que cette sortie d'oubli, elle s'est faite dans le désordre, dans la confusion, dans le repli identitaire, dans le fait que tous les groupes porteurs de cette mémoire, chacun de ces groupes, en fait, a voulu que l'on reconnaisse sa vérité de manière exclusive. C'est-à-dire le fait qu'ils avaient été les seuls, pratiquement, à souffrir de cette guerre, de cette tragédie, de cette histoire et du colonialisme, sans essayer de comprendre la souffrance des autres. Voilà, il y a toutes ces Algéries dans vos personnages, Jacques Ferrandez, des pieds noirs aux pieds rouges, et justement, il n'y a pas qu'une vérité. À travers les parcours d'Octave et Samia, les parents de Paul Yaniste, le journaliste que l'on suit de Nour, de Mathilde, du général Bouzide aussi, vous avez toujours pris soin de ne pas prendre parti dans ce que Stora appelle justement cette guerre des mémoires. Pourquoi est-ce qu'il était important de garder vos distances avec ça ? Justement, parce qu'il aurait été naturel que je sois le porte-parole de la communauté dont je suis originaire, c'est-à-dire les Français d'Algérie. Et je voulais surtout pas ça. Je voulais pas, si vous voulez, rentrer dans un récit qui est déjà fabriqué, qui est déjà illustré même, vous voyez. Donc, ce qui m'intéressait, c'était justement le point de vue de l'autre, à quel moment ça se confronte et de quelle manière on peut considérer que chacun a ses raisons. Vous savez, c'est Jean Renoir qui disait ce qui est effroyable dans la vie, c'est que chacun a ses raisons, justement. C'est ça, je crois qu'il disait ça à l'occasion de la règle du jeu. C'est ça qui est intéressant, finalement. C'est que la confrontation de différentes vérités, ça peut aboutir à du conflit, ça peut aussi aboutir à du débat, ça peut aboutir à une forme de compréhension mutuelle. Bon, là, on a peut-être raté des choses. Moi, souvent, c'est ce que je dis, c'est un grand gâchis, quand même, cette histoire-là. Des amis algériens que je vois toujours sont aujourd'hui
très proche, si vous voulez, par la culture, par les attitudes. Je considère qu'on aurait pu forger quelque chose de formidable, vous voyez, dans ce pays. Ça s'est pas produit, ça n'a pas pu se produire. Alors dans ces suites algériennes, on retrouve toujours votre trait à la fois très précis, très, très délicat, notamment dans la manière de cerner vos personnages. Des couleurs aussi à travers l'aquarelle qui sont assez douces, avec aussi des langues qui varient de l'arabe au français. L'arabe que vous avez écrit, calligraphié à votre manière aussi. Or, pour illustrer les carnets d'Orient, on se souvient que vous vous étiez inspiré de la peinture orientaliste française, dont Delacroix, le fameux. Pour cette longue route vers l'indépendance, quelles ont été vos sources graphiques? Vous savez, effectivement, au départ, j'avais envie de me remettre dans la manière dont ces régions ont été décrites par ceux qui portaient les images à l'époque. On était avant l'invention de la photographie. À partir du moment où la photographie existe, il y a énormément de sources documentaires dont je m'inspire. Donc, moi, j'ai un style de dessin qui est plutôt réaliste en réalité, en fin de compte. Donc, je Oui, c'est m'interroge pas l'école trop. franco-belge que vous Voilà, alors citez. je viens de cette fameuse ligne claire, évidemment. Là aussi, pour moi, c'est très important, la lisibilité, Ouais. alors à la fois du dessin, mais aussi du propos. Vous voyez, alors, le fait de pouvoir essayer de raconter des choses, que ça soit intelligible. Alors, ce qui n'est pas évident, parce que c'est quand même des histoires peu connues, assez compliquées, il faut les mettre en scène. Mais en effet, peut-être mon maître mot, c'est la lisibilité. Et donc, c'est pour ça le cerner des personnages, parfois des hors texte ou hors image, totalement à l'aquarelle, pour essayer de donner aussi peut-être plus de nuances, plus d'ambiance. En fait, bon, ça c'est un peu ma marque de fabrique. Mais en effet, il y a cette école dont je suis l'héritier, si vous voulez, c'est Hergé, c'est Jacob, surtout Hergé d'ailleurs plutôt, mais avec un propos là aussi qui est très lié à des choses qui nous arrivent aujourd'hui. Le tableau de Jeanne Delacroix est de nouveau accroché dans les galeries du musée du Louvre. Vous savez de quel tableau je parle? Alors non, là comme ça, vous me posez une colle. Les femmes d'Alger Ah bah dans oui, leur d'accord. appartement, qui a été peint dans les années 1830 par Delacroix, qui a été raccroché l'an dernier après une longue restauration et dont on peut louer aujourd'hui encore la modernité des couleurs. Absolument. C'est vrai que j'ai Ouais. eu l'occasion de voir la manière dont il a été restauré. Et là, les couleurs éclatent, alors qu'on avait un tableau qui était assez terne, en fait, qui avait été recouvert par une forme les vernis s'étaient oxydés, etc. Donc c'est vrai qu'on retrouve là l'espèce d'élan naturel qu'on retrouve dans les carnets de Delacroix d'ailleurs, qui était la manière la plus spontanée de parler de ce qu'il avait vu. Voilà. Et là, quelle est l'image référence, le tableau référent Sur, pour les suites algériennes? ah ben là, on est vraiment dans l'actualité, donc on n'est plus dans le tableau, Ce serait on est une photo. presque dans la... Oui, ce serait plutôt des photos, ce serait plutôt même des vidéos, vous voyez, les images du Irak, par exemple, qu'on a beaucoup vu à la télévision, c'est plutôt ça qu'on peut retenir, oui. Voilà, merci mille fois à vous, Jacques Ferrandez, d'être venu nous parler de vos suites algériennes, seconde partie 1962-2019. L'album paraît demain et c'est chez Casterman. Merci.